RFI et France 24 présentent Mardi politique. C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Azine, bonsoir à tous. Et ensemble, nous recevons Dieynaba Diop. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député Nouveau Front Populaire et porte-parole du Parti Socialiste. Donc merci d'être avec nous. Merci de votre invitation. Donc les socialistes, les écologistes et les communistes se sont mis d'accord sur le nom d'une personnalité de la société civile pour Matignon. Laurence Toubiana, économiste et ancienne ambassadrice de la COP 21 à Paris. Était-ce la solution pour repousser dans le fond tous les égos des uns et des autres ? Je pense qu'effectivement, la solution d'une personnalité civile qui a fait ses preuves, notamment sur la Convention climat, qui est aussi une économiste, est aussi la solution pour que nous ne soyons pas coincés sur les personnalités politiques qui pouvaient justement, à juste titre d'ailleurs, quand on est dans une coalition aussi large, crisper les uns ou les autres. Donc c'est pour ça que nous sommes tombés sur cette candidature qui me semble la plus appropriée. Alors pourquoi LFI hurle en disant « ce n'est pas sérieux » et d'après Manuel Bompard, ce serait faire entrer les macronistes par la fenêtre ? Moi, je crois que c'est surtout qu'on est dans un moment où il faut être à la hauteur du moment. Et pour être à la hauteur du moment, il faut avoir justement élargir cette proposition. Nous, on s'est dit avec les écologistes et les communistes que avoir cette personnalité issue de la société civile, c'est aussi un bon moyen de dépasser les clivages politiques et c'est aussi un bon moyen d'être sur une thématique qui est chère aux Françaises et aux Français, qui est celle de l'écologie. On sait très bien que les questions sociales sont intimement liées aux questions écologiques. Après, de dire que c'est pas sérieux, peut-être qu'ils ont... Et d'ailleurs, on peut entendre, ils ont peut-être des arguments pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. De là à dire que ce n'est pas sérieux, je ne crois pas, puisque d'ailleurs, Laurence Toubiana avait même été invitée lors de leurs universités d'été, justement, pour réfléchir avec eux sur les questions du climat. Est-ce que vous comprenez ce reproche que lui font les élus de la France insoumise, qui disent qu'elle est finalement trop proche de la politique d'Emmanuel Macron ? Est-ce que ce reproche est pertinent d'une certaine manière ? Moi, je ne vois pas en quoi elle est proche du... son nom avait été cité à un moment donné pour rentrer au gouvernement de Jean Castex. Bon, elle n'y a pas été, mais son nom a été cité. Mais comme le nom, par exemple, de Johanna Rolland a été cité, comme le nom d'autres personnalités de gauche ont été citées, toutes ont refusé, comme par exemple a refusé Valérie Rabault. Ce n'est pas parce que Emmanuel Macron ou Jean Castex, à un moment donné, voulaient faire une prise justement sur une personnalité de gauche que ça le rend immédiatement Macron compatible. Si elle avait été justement dans ce gouvernement qu'elle avait accepté, oui, mais en l'occurrence, elle n'a pas accepté. Une précision, parce que ça n'est pas complètement anodin. Est-ce que vous êtes sûr qu'elle accepterait le poste ? Est-ce que la question lui a été posée ? Évidemment, la question lui a été posée par les différentes composantes, justement, qui sont tombées d'accord sur cette candidature. On ne peut pas avancer le nom de quelqu'un sans lui avoir posé la question. Enfin, avec Huguette Bello... Il s'est passé. Voilà, enfin, elle a fini par dire qu'elle n'était pas candidate, quoi. Elle a fini par dire qu'elle déclinait parce qu'elle a bien vu qu'elle ne faisait pas consensus. Pas l'unanimité. Voilà, elle ne faisait pas l'unanimité et que c'est la raison pour laquelle elle déclinait. Là, en l'occurrence, on lui a posé la question. Elle est prête à accepter. Maintenant, à nous d'être convaincants pour lever les derniers doutes que la France insoumise peut émettre. Alors, on voit que finalement, le nouveau Front populaire est d'accord sur rien et que les désaccords sont... Si. On est d'accord quand même sur l'essentiel, quand même, sur le programme. On nous a... vous savez... Pourquoi LFI dit on ne fera que notre programme et uniquement notre programme ? Ça veut dire que ça exclut toute autre proposition des autres composantes. Non, moi, je pense qu'il faut être pragmatique. Nous sommes dans une situation assez inédite. Nous sommes 182 députés du Nouveau Front populaire. Il y a deux choses qu'il faut retenir. La première, c'est que l'extrême droite a été justement balayée, en tout cas, n'a pas obtenu la majorité absolue qui lui était promise. Donc, ça veut dire que les Françaises et les Français ont fait le choix d'écarter l'extrême droite du gouvernement, en tout cas de la direction de notre pays. La deuxième, c'est que la majorité présidentielle, elle
elle a été aussi disqualifiée puisqu'ils perdent plus de 80 députés. Aujourd'hui, nous, on a 3 blocs. Sur ces 3 blocs, nous sommes celles et ceux qui sont arrivés en tête. Nous avons la responsabilité d'aller chercher une majorité de projets pour justement proposer des mesures et aller discuter. Oui, mais si vous ne mettez pas d'accord sur la personne qui incarne ces projets, c'est que les désaccords perdurent. C'est normal. Ah bon, je vous rappelle quand même que nous sommes dans un temps très contraint. Si, c'est normal parce qu'en France, on n'a pas cette culture-là. En France, on a la culture de une majorité, une minorité, et tout de suite, on arrive à former un gouvernement. Je vous rappelle qu'on a des exemples en Europe où parfois on a mis 6 mois, d'autres on a mis même 19 mois, lorsqu'on a eu une grande coalition. Et ça n'empêche pas les choses de fonctionner puisqu'on travaille sur des majorités de projets et de mesures. Nous, on dit simplement que de la même manière qu'on a été en capacité de former ce nouveau Front populaire dans des délais très très courts et de la même manière que nous avons pu proposer des candidatures uniques dans chaque circonscription, nous allons proposer une candidature unique. Mais justement, Dina Diop, la gauche, et vous le faites à l'instant encore, a très abondamment souligné la capacité qu'elle avait eue à s'unir en 24 heures, à élaborer un programme en 3 jours, à se mettre d'accord sur les désistements à nouveau en 24 heures. Mais finalement, elle est toujours incapable de se mettre d'accord sur le nom d'un Premier ministre, 9 jours après donc, le deuxième tour des législatives. Est-ce que ça n'est pas finalement la démonstration que les ambitions personnelles prennent le dessus sur l'intérêt national? Pas du tout. Justement, c'est la démonstration surtout qu'en fait, trouver une personnalité qui fasse consensus lorsque vous avez une coalition aussi large, qui inclut d'ailleurs aussi les organisations syndicales, puisque c'est quand même assez historique. Enfin, elles ne sont pas au Parlement. Elles ne sont pas au Parlement, mais être en capacité d'être à la primature, c'est être quelqu'un qui va pouvoir parler à tout le monde. Former un gouvernement aussi qui sera aussi en capacité de s'ouvrir aux personnalités de la société civile. Donc ça demande aussi cette capacité-là. Et moi, je ne suis pas non plus étonnée que ça prenne un peu plus de temps. Oui, mais chaque jour, on nous dit c'est pour demain. Enfin, mais vous ne pensez pas que les électeurs qui ont voté pour les candidats du NFP, donc par conviction, pas ceux qui ont voté pour faire barrage au Rassemblement national, doivent quand même être un peu consternés par le spectacle que vous leur offrez aujourd'hui? Moi, je crois que ils sont pas concernés, ils sont surtout impatients. On a créé beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir avec cette alliance, et d'autant plus parce que nous sommes arrivés en tête. Moi, je crois qu'il faut simplement leur dire que nous sommes dans une configuration qui est assez inédite. On a 3 blocs. Nous sommes celui qui est en tête, mais nous n'avons pas de majorité absolue et il va falloir aller chercher une centaine de voix minimum pour pouvoir faire passer ces mesures. Et donc, c'est la raison pour laquelle le choix du ou de la Première ministre est un choix qui doit se faire aussi de manière prudente parce que il faut qu'il ou elle soit en capacité de former un gouvernement qui ne soit pas non plus censuré dans les 48 heures. Donc, faites-nous confiance comme vous l'avez fait au premier tour. De toute façon, là, vous parlez aux électeurs, voilà, pas moi. Voilà. Donc, non, mais c'est ça. C'est-à-dire aux électeurs et aux électrices qui sont impatients. Et moi, je crois aussi que c'est important qu'on nous laisse ce temps nécessaire parce que, vous savez, faire barrage à l'extrême droite, ça ne fait pas un programme. Non. Si on veut vraiment que le Rassemblement national ou que l'extrême droite, de toute façon, dans son idéologie, ce que nous combattons, recule, il faut répondre aux attentes de pouvoir d'achat, les questions d'accès aux soins ou encore de sécurité. Demain aura lieu l'élection jeudi, aura lieu l'élection du président de l'Assemblée nationale. Est-ce que l'élu, comme le pense Emmanuel Macron, donnera le rapport de force et aura une influence sur la nomination du Premier ministre ou de la Première ministre? Apparemment, à l'instant, on apprend que le Parti socialiste s'est mis d'accord sur un nom. C'est le NFP, le nouveau Front populaire, c'est-à-dire les 4. Mais c'est au moins mis d'accord sur quelque chose. Oui, ils se sont mis d'accord. Alors c'est sur qui? Alors, je ne sais pas, parce que je n'ai pas le nom. C'est pas que je vais faire du teasing, c'est que je n'ai pas le nom. Vous ne pouvez pas nous donner ce qu'on appelle en bon français une shortlist? Même pas une shortlist. Même pas une shortlist, parce qu'en fait, moi, je n'étais pas dans les négociations. On savait simplement qu'ils allaient cet après-midi discuter
pour se mettre d'accord et être en capacité de présenter une candidature commune, puisque je vous rappelle qu'on a des limites de temps, puisqu'on doit déposer le nom de cette personne demain au plus tard, puisque nous votons jeudi. Ouais. Et peut-être un mot sur cette coalition. On a le sentiment aujourd'hui, la droite, qui s'est rebaptisée la droite républicaine à l'Assemblée nationale avec à sa tête Laurent Wauquiez, vous levez les yeux au ciel, a décidé de se mettre au travail et prépare un pacte législatif. Alors ce serait quoi? On ne sait pas trop ce que c'est, mais ce serait se mettre d'accord sur plusieurs mesures qui seraient Macron-compatibles avec ce slogan « Débloquer la France ». Dans 100 jours. Est-ce que la coalition tant vantée par le NFP est en train de prendre l'eau en faveur de la droite et le macronisme qui pourraient se mettre d'accord et vous doubler en quelque sorte? Si ça arrive, c'est-à-dire que si le président de la République, parce que rappelons quand même que c'est lui qui a la capacité, et lui seul, de nommer le Premier ministre. Ça veut dire que s'il fait le choix de choisir un Premier ministre qui ne serait pas issu du nouveau Front populaire, ça veut dire qu'il y aura non seulement un déni du scrutin au soir du 7 juillet, mais surtout un mépris du choix qui a été exprimé par les Françaises et les Français au soir du scrutin du 7 juillet. Donc, et puis, lorsque j'entends les Républicains, la droite républicaine, qui d'ailleurs est une des rares formation à ne pas s'être exprimée sur le barrage à l'extrême droite pendant ce scrutin. Moi, je rappelle que c'était le nini pour certains. C'était le nini pour certains, voire le silence radio pour beaucoup. Donc, je crois qu'à un moment donné, on ne peut pas donner des responsabilités à celles et ceux qui ont tout perdu quasiment, qui ont donné un spectacle assez désastreux au moment de cet accord entre Éric Ciotti, président des LR, d'ailleurs qu'il l'est toujours administrativement, et le Rassemblement national, qui puisse s'appeler la droite républicaine, c'est très bien, mais moi je crois que ce n'est pas à eux de réparer ce qu'ils n'ont pas été capables de, celles et ceux, convaincre les Françaises et les Français qu'ils étaient en capacité de le faire. Je voudrais qu'on revienne un instant sur ce qui va se passer de jeudi à samedi à l'Assemblée nationale, puisqu'en fait, au-delà de l'élection à la présidence de l'Assemblée, c'est toute l'architecture de l'Assemblée qui va être mise en place entre jeudi et samedi. Présidence, vice-présidence, questure et présidence de groupe. Est-ce que vous êtes favorable, comme l'a dit par exemple Cyrielle Châtelain du groupe des écologistes, à ce que aucun de ces postes ne revienne au Rassemblement national? Tout à fait. Moi, je souhaite, comme l'ensemble des députés du Nouveau Front populaire, qu'il y ait un gouvernement du Nouveau Front populaire, mais que le Front républicain se poursuive au sein de l'hémicycle. Au Parlement européen, il y a un accord pour justement éviter que l'extrême droite puisse avoir la moindre responsabilité dans justement la représentation, le bureau de l'Assemblée nationale. Et vous n'avez pas l'impression que c'est, pour employer un terme un peu familier, une sorte de bras d'honneur aux un peu plus de 10 millions d'électeurs qui ont porté leur voix sur le Rassemblement national aux législatives? Pas du tout, parce que en fait... Non, pas du tout, mais vous leur dites quoi alors? Moi, je leur dis que pour avoir rencontré nombre de ces électeurs au moment de ma campagne électorale, que pour la plupart, une des raisons pour lesquelles ils ont voté pour l'extrême droite, c'est parce que, justement, ils avaient des problèmes de pouvoir d'achat, parce qu'ils étaient sceptiques sur les questions de sécurité, et que ce n'est pas par adhésion à l'idéologie raciste, xénophobe, ou encore homophobe, ou encore de recul des droits des femmes, qui est portée par un bon nombre de députés qui ont été élus. Et donc, moi, je dis très sincèrement que ce n'est pas leur faire offense, c'est simplement dire que, en termes de représentativité de l'hémicycle et de cette institution qu'est l'Assemblée nationale, nous ne pouvons pas donner accès, en tout cas à mon sens, à des personnes qui vont à l'encontre de la devise nationale qui est liberté, égalité, fraternité. Par contre, oui, ils ont été élus. Il faut entendre qu'ils ont été élus. Et donc pour vous, il ne faut aucune vice-présidence, parce qu'il y en avait là, sous la dernière législature. On a vu ce que ça a donné. En fait, ça a participé à la normalisation et à la banalisation de l'extrême droite dans notre pays. Et donc on ne peut pas dire... Sébastien Chenu n'a pas été un bon vice-président de l'Assemblée nationale? Non, ce n'est pas une question qu'il a été un bon ou mauvais, c'est simplement que lui donner ce poste-là, cette visibilité, ça normalise et ça banalise l'idéologie de l'extrême droite. Et moi, je crois que c'est dangereux pour notre pays et je ne souhaite pas
je ne souhaite pas que cela puisse être de nouveau le cas sous cette législature. Alors, Sophia Chikirou, la députée LFI, a tweeté « Le hollandisme, c'est comme les punaises de lit. Tu as employé les grands moyens pour t'en débarrasser. Tu y as cru quelque temps et tu as repris une vie saine à gauche. Mais en quelques semaines, ça gratte à nouveau et ça sort de partout. Il va falloir recommencer. » Comment vous réagissez à ce tweet plutôt au vitriol ? Je dirais que ce tweet n'est pas à la hauteur du moment et qu'on ne peut pas qualifier de punaise de lit des partenaires politiques avec lesquels a noué. Elle le fait. Elle le fait. Et ben moi, je dis que c'est désolant et que ça n'a pas lieu d'être. Mais comment vous pouvez travailler en bonne harmonie avec une députée qui donc est comme vous, membre de la NFP, et qui traite tous les hollandistes, autrement dit, plus ou moins tous les socialistes. Tous les socialistes n'ont pas hollandistes. Loin s'en faut, sans doute, d'ailleurs. Mais qui traite de punaises de lit, c'est-à-dire des nuisibles qu'on éradique par des moyens assez radicaux, en principe. Quand on a affaire à ces bestioles, il ne faut pas y aller avec le dos de la cuillère. Moi, je le redis, je ne comprends même pas qu'on puisse rédiger ce type de tweet, surtout que cela reprend en fait comment dirais-je, des phrasés, en fait, comment est-ce que je vais dire ça ? Une terminologie qui a été utilisée par l'extrême droite justement pour qualifier les députés de la France insoumise au moment où ils ont accédé justement aux responsabilités dans l'hémicycle en 2022. Moi, j'aurais souhaité qu'elle retire ce tweet parce que ça n'honore personne, ça ne grandit personne dans la dans la période dans laquelle où nous sommes. Je ne qualifierais pas un adversaire politique de la sorte et encore moins un partenaire. Mais ça lui appartient, c'est sa responsabilité et nous lui avons fait savoir que c'était complètement déplacé. Mais justement, ça pose vraiment la question de pouvoir s'entendre quand vous vous jetez les uns et les autres, censés être dans le même groupe, on va dire, enfin, je ne sais pas comment on peut appeler ça, parce que c'est un intergroupe. C'est un intergroupe, c'est une alliance, effectivement, que nous avons nouée. Voilà, on a le sentiment que vous savez vous mettre d'accord pour les élections, mais qu'après... Et pourtant, nous l'avons fait même sous la législature précédente. C'est-à-dire que je vais quand même rappeler à celles et ceux qui sont les électeurs de gauche que nous avons voté de la même manière à plus de 80, voire même 90% sur les mesures qui étaient les plus importantes. Nous sommes mobilisés ensemble contre la loi de la réforme des retraites. Nous avons fait de même sur la loi Asile-Immigration, qui d'ailleurs vient d'être, dont les décrets viennent d'être publiés. Ça aussi, c'est du mépris pour les Françaises et les Français. À un moment où nous sommes dans une espèce d'entre-deux institutionnel, je trouve que le président de la République se serait honoré de ne pas faire de décret à un moment où nous sommes encore en train de constituer le nouveau gouvernement. Merci Diana Badiop. Merci. Merci beaucoup, merci Frédéric. Et c'est la dernière émission de avant l'été. Septembre. Avant septembre. Ça sera le 3 septembre. Vous étiez notre dernière invitée. Eh bien, ravi d'avoir été votre dernière invitée avant la pause estivale. Pour mieux recommencer au mois de septembre. Merci à tous. Merci à Flore Simon, à Sigrid Azerol, à Camille Néran et à toute l'équipe technique. Merci. L'actualité africaine, c'est tout de suite sur France 24. À la une ce soir. On peut dire clairement que la pression est sur le ministère. Politique, économie, développement, art, toute l'actualité africaine est sur France 24. Sur le terrain, nos journalistes interviennent dans chaque pays, dans chaque région, pour témoigner de l'émergence d'un continent aux richesses inégalées. L'Afrique, c'est une histoire que nous écrivons ensemble pour vous sur France 24. Journal de l'Afrique, restez avec nous, l'info continue sur France 24. Liberté, égalité, actualité.